Ghislaine. Et donc, d'autant plus, on doit vous remercier. Alors, on va demander au sénateur Hurier s'il veut bien venir, puisqu'il va animer cette table ronde, n'est-ce pas? Alors, sont appelés Monsieur Gilles Duchesne. Il n'est pas là. Mais oui, c'est Charles Duchesne. Gilles n'est pas là, mais Charles est là. Alors, Charles Duchesne, vous vous présenterez, vous allez leur faire peur à tous, bien sûr. Entre nous, il s'occupe de l'anticorruption. Et il y a une idée, éventuellement, que tous les manquements à l'intégrité scientifique deviennent de la corruption. Alors, vous avez intérêt de participer, là. Ensuite, Madame Joëlle Alneau, qui est ici présente, si vous voulez bien vous asseoir. JCN Filatro, on la connaît, n'est-ce pas? Et Rémi Mossery, qui est du CNRS. Il manque peut-être un siège. Je vais vous chercher un siège. Voilà le siège. C'était le vôtre. Hop là. Voilà. Alors nous tenons à remercier particulièrement tous ces invités et en effet, des questions qui ont déjà été posées vont sûrement être reformulées puisque c'est le problème, comme nous l'avons marqué, les manquements à l'intégrité scientifique, sanctions ou prévention. Le manque d'intégrité scientifique est-il passible de sanctions? Je vais prendre 30 secondes, si vous le permettez, pour ce message personnel à propos de l'étudiante. Sa définition de l'intégrité, j'avais mis son nom, Aline Potiron, dans ma diapositive qu'avait repris Madame Boyer-Bévière. Et je voulais signaler que c'est une étudiante qui, en fait, a une thèse déjà en biologie et fait actuellement un M2 de philosophie des sciences, qu'elle travaille en ce moment auprès d'Anouk Barberousse, qui est la référente intégrité de Sorbonne Université, et qu'elle est en train d'administrer une courte enquête auprès des jeunes doctorants, post-doctorants, en 15 questions anonymes sur des problèmes d'intégrité scientifique en biomédical. Et donc, je n'ai pas là le lien pour l'enquête, mais il vaut mieux lui envoyer à elle un mail si vous êtes intéressé pour participer. Et son mail, c'est potiron, comme le potiron, .aline@gmail.com. Voilà. Aline, tout à fait. @gmail.com. Oui. Très bien. Alors, Monsieur Hurier. Alors, le message personnel étant conclu, je voulais aussi vous remercier les participants à cette table ronde et remercier les organisateurs d'avoir prévu tout à fait en fin de séance un sujet qui, en quelque sorte, peut constituer une sorte de synthèse par rapport à des interventions qui se sont déroulées au cours de la journée. Comme vous l'avez pu le remarquer, il y a deux parties dans ce programme qui nous est proposé. Les sanctions, sanctions ou prévention, et puis le deuxième volet, le manque d'intégrité scientifique est-il passible de sanctions, avec un point d'interrogation, bien sûr, lesquelles et comment. Alors, j'ai demandé aux participants à la table ronde de se présenter dans l'ordre de la gauche vers la droite. Et avant d'attaquer ces deux sujets, je pense donc qu'il y a des documents de référence que vous avez certainement présents à l'esprit et peut-être dans votre sac. Premièrement, la charte la charte de déontologie des métiers de la recherche et d'autre part, le guide tout fraîchement publié dont il a été question encore tout à l'heure et qui peut nous aider en sorte de document source. Mais je compte aussi beaucoup sur le vécu, puisque nous avons la chance d'avoir, sauf erreur de ma part, deux référents intégrité qui ont une expérience de plusieurs mois et peut-être un peu plus. Donc je pense qu'au-delà des références livresques, il sera extrêmement important et précieux d'avoir des expériences du vécu de ma voisine de gauche et de ma voisine de mon voisin de gauche. Voilà, alors je commence par lui.
Oui, bonjour. Donc, Rémi Mosseri, je suis physicien et référent intégrité scientifique pour le CNRS. C'est-à-dire que je reçois toutes les allégations de mes conduites, quelle que soit la discipline en question, et puis je fais une enquête et je finis cette enquête, éventuellement avec d'autres référents, par un rapport au PDG du CNRS qui, lui, traitera la question d'éventuelles sanctions. Ghislaine Filiatro, donc déléguée à l'intégrité scientifique à l'INSERM. J'ai moi-même quelques années d'expérience, surtout l'INSERM a 20 ans d'expérience. Et donc, voilà, j'ai une profondeur de connaissances historiques. J'essaierai de la mettre au service de la discussion. Professeur Hurier, professeur de néphrologie au CHU de Nancy, sénateur honoraire et actuellement membre de l'Académie de médecine depuis quelques mois au titre de... comment ça s'appelle? Pardon? Non, c'est ça. Honoraire de l'Académie de médecine, mais plus valablement ce soir, ancien président de l'Institut Curie, puisque c'est à cette occasion que j'ai découvert l'intégrité scientifique à laquelle je consacre depuis des années beaucoup de moi-même. Donc Joëlle Alnaud, je suis directrice de l'Office français de l'intégrité scientifique, qui a été créé en 2017 à la suite du rapport de Pierre Corvol. Il a été créé par lettre circulaire du secrétaire d'État auprès de du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, secrétaire d'État qui était Thierry Mandon. Donc l'Office a été créé en 2017, mais moi j'en assure la direction depuis 2018, depuis mi-avril 2018, donc ça fait même pas un an. Et par ailleurs, je suis enseignant-chercheur en psychologie à l'Université de Lorraine. Et dans ce cadre-là, j'ai impulsé un enseignement à l'intégrité de la recherche au sein de mon école doctorale. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Charles Duchesne, je suis magistrat. J'ai été juge d'instruction pendant un quart de siècle. Et puis depuis 2017, depuis janvier 2017, je suis le directeur de l'Agence française anticorruption. Je suis le premier directeur puisque cette agence a été créée à ce moment-là. Merci. Alors je disais qu'il y avait deux documents de référence. Le premier dans la chronologie, c'est la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche qui a été signée en janvier 2015, c'est-à-dire ça fait 4 ans, et qui actuellement a obtenu la signature de 140 représentants des institutions, des établissements de recherche à travers la France. C'est beaucoup. C'est donc une représentativité garantie. Encore faut-il que cette représentativité soit un support pour l'action. Alors, je ne vais pas donner lecture de la charte, si ce n'est des points qui pourront être référés ce soir. Il est de la responsabilité de chaque organisme et établissement public de recherche de mettre en œuvre cette charte avec la formation des personnels, avec la mise en place de procédures claires et connues de tous pour prévenir et traiter les écarts éventuels aux règles déontologiques. Ce qui signifie bien évidemment que ce sont les responsables de ces institutions et les chercheurs eux-mêmes qui sont en charge de l'application de cette charte, dont cela a été dit très rapidement tout à l'heure. Les références sont des références européennes et internationales. L'autre point concerne le réseau des référents. Je vais demander à Ghislaine de donner quelques précisions concernant le rôle du réseau des référents dans le sujet qui nous intéresse maintenant. Merci. Donc vous avez vu, tout à l'heure, Catherine Labbé-Julier a présenté le réseau des référents. Je ne vais pas revenir sur la présentation complète qu'elle vient de faire. Il se trouve qu'à l'intérieur du réseau, il y a eu mise en place un groupe de travail pour décrire, je l'avais aussi évoqué ce matin, pour décrire non pas directement les procédures qui vont être mises en œuvre dans chaque établissement, mais pour donner un cadre commun pour que tous les établissements se réfèrent aux mêmes principes et aux mêmes grandes lignes de procédure. C'était un guide que nous avons voulu très concret, mais en même temps compatible avec les différents statuts des établissements. Il faut se rendre compte que toute la partie dite disciplinaire, tout ce qui touche aux sanctions, est administrée par chaque établissement.
et que les établissements en France, il y a au moins 3 statuts qui entraînent des processus et des procédures disciplinaires très différentes. Donc notre guide permet à tout établissement qui le souhaite d'avoir un cadre de procédure compatible avec le statut privé qui est celui de certains établissements, les EPIC notamment, le CEA, un statut privé pour son personnel, celui des universités et celui des organismes de recherche. Donc ça, c'était aussi un besoin que nous avions, puisque, comme vous le savez, les unités en France, les unités de recherche sont mixtes, donc affiliées à plusieurs institutions. Et nous, ce que nous voulions en tant que référents, c'est pouvoir travailler ensemble et être d'emblée sur un terrain commun, avec des procédures où nous étions tous d'accord, que nous pouvions enclencher pour l'action, justement, en ayant un cadre clair et un cadre tel que tous ceux qui s'adressent à nous ou qui sont instruits par nous pour un signalement ou un autre, savent à quoi s'attendre de notre part et qu'exiger de nous. Parce que l'idée, c'était aussi d'avoir une transparence sur ce que nous faisons nous-mêmes, sur nos valeurs, sur la façon dont nous essayons de remplir notre mandat. Donc il y avait vraiment cette notion de professionnaliser, d'expliciter, de rendre commun toute une série de principes qui sont à nouveau les mêmes, parce que bien sûr ce sont les mêmes principes qu'on retrouve partout. Et ce guide était la première pierre d'un travail commun de l'ensemble des référents du réseau. Donc, il est disponible, comme je l'ai dit ce matin. Il rappelle que nous sommes tenus à la confidentialité, à l'impartialité, mais aussi à la loyauté envers toutes les parties. C'est un principe qu'on trouve dans le Code de conduite européen. Dans le Code de conduite européen, il y a 2 principes qui sont les 2 piliers de l'instruction d'un manquement à l'intégrité scientifique, donc d'une instruction de notre travail. C'est premièrement l'intégrité dans la démarche même d'instruction. Nous devons être complets, nous devons prendre le temps de tout entendre, de tout comprendre et d'obtenir toutes les informations que l'on nous signale utiles. C'est comme dans un travail scientifique, nous devons être intègres et puis nous devons être loyaux envers l'ensemble des parties prenantes. Pas seulement les personnes qui sont là, mais tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, vont être impliqués par la procédure. Donc voilà, on rappelle dans ce guide ces principes qui sont des principes à la fois évidents, mais pas si simples à mettre en œuvre concrètement. Et on a essayé d'ébaucher toute une série de dispositions et de recommandations pour être conformes à ces principes. Il faut qu'on continue, c'est ce que je disais, nous avons beaucoup plus de questions ouvertes que de procédures décrites. Et nous avons vraiment des problèmes tels que doit-on garder après avoir fait une instruction, qui peut avoir accès à ce qu'on archive, que veut dire être neutre et impartial envers toutes les parties, quelles sont les conditions avec lesquelles on va écouter tous ceux qui ont quelque chose à dire, comment on va s'assurer que les conditions dans lesquelles sont faites les recueils d'informations sont bien clairs et neutres. Enfin, il y a toute une série de problèmes. Et puis, il y a la question du lanceur d'alerte, son statut, sa protection et sa capacité à être efficace, si je puis dire, parce que c'est pas tout, ça s'improvise pas tant que ça. Et puis, le fait que quand il y a un problème, toute une série d'articles vont se trouver mis en question. Et ces articles impliquent toute une série de co-signataires et de personnes qui vont être impactées éventuellement par ce qui se passe, dans lequel il y a de jeunes chercheurs. Et on revient sur le problème que représente pour des personnes le fait d'avoir été pris dans une instruction. Et on dit, mais il était dans cette affaire, je ne sais plus trop bien pourquoi. Et ça peut être tout à fait ennuyeux. Voilà. Enfin, on a des questions de cet ordre. Et donc, c'est pour vous dire que voilà, les référents, eux aussi, se posent comme vous beaucoup de questions sur l'intégrité scientifique et la manière de la faire vivre et de soutenir sur le terrain des pratiques qui soient conformes à ce que tout le monde est d'accord pour trouver très bien, mais qui nécessitent réellement beaucoup de soins dans la mise en œuvre. J'ai peut-être été... Alors Rémi, Catherine, qui sont là, faisaient partie du groupe, du groupe de travail, voilà. Donc c'est aussi pour dire qu'en France, les choses s'ouvrent, bougent, et que l'existence même de référents, etc., va permettre d'ouvrir des débats
et de les mettre en discussion auprès de tout le monde et de vous, par exemple. Bon, ça, c'est l'optimisme de Ghislaine, mais en tout cas, ça correspond aussi à une certaine réalité dont elle vient vous donner quelques exemples. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est que ce sont tout ce dont on va parler maintenant, c'est d'abord au niveau des établissements eux-mêmes. Les signataires de la charte qui sont engagés par leur signature à mettre en place au niveau de cette institution des dispositifs pour promouvoir, dépister et sanctionner. D'ailleurs, ça correspond à ce qui vient d'être dit à l'instant. Le référent intégrité, il a des fonctions et des missions qui sont au niveau d'un établissement. Donc tout ça se rejoint pour montrer que ce qui n'est pas toujours évident, la responsabilité première en matière d'intégrité scientifique pour prévenir, pour former et pour sanctionner, c'est au niveau des établissements. D'où la nécessité d'avoir, comme on l'a dit bien avant le rapport Corvol, qui en a pris en considération, une structure transversale dont on va parler tout à l'heure, mais qui est une structure transversale pour que les expériences vécues par chacune des composantes, c'est-à-dire les signataires de la charte et les établissements qui dirigent, eh bien, qu'il y ait une mise en commun qui correspond bien sûr à la diversité des situations et également à la complexité des réponses sur lesquelles on va maintenant réfléchir. C'est en effet très très difficile et je voulais quand même demander une précision par rapport à la présentation qui a été faite du dispositif au Canada. Je crois que c'est spécifique. C'est pas tout le Canada, Michel, hein, ce que vous avez présenté. Pardon, c'est le Québec, oui. Bon. C'est ça. Autrement dit, ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est bien au niveau des établissements, qu'il y a une instance qui est le comité de recherche et d'intégrité, je ne sais plus le sigle que vous avez donné, mais c'est dans l'établissement avec, parmi les membres de ces comités, des personnalités extérieures à l'établissement lui-même. Bon. Pardon ? Ah bon, ben ça, c'est une mauvaise surprise alors. Ben, oui, dites-moi. Merci de me donner l'opportunité juste de clarifier. Donc, chaque établissement universitaire, s'il veut avoir du financement de l'agence de financement, doit avoir un référent éthique, plus, s'il y a une enquête, doit mettre en place un comité d'enquête à l'intérieur de l'établissement. Ce comité doit inclure notamment quelques personnes de l'extérieur, mais va être dans l'établissement. Et Mme Jean, le comité qu'elle préside, c'est le comité de l'agence de financement qui, lui, doit prendre des décisions par rapport au financement. Oui. Donc, oui, c'est mais dans l'établissement, il n'y a donc rien. Dans l'établissement, il y a un référent éthique. Il y a un référent, mais qui agit tout seul. Qui agit et qui est en réseau comme vous. Eh bien, alors, donc, on est bien d'accord. Vous m'avez dit que ce n'était pas dans l'établissement. Mais ce n'est pas le fait qu'il soit permanent. C'est qu'il existe, quand il y a des cas qui sont signalés au référent intégrité, il y a une possibilité pour lui, avec l'accord du responsable de l'établissement, de constituer une sorte de... Pardon ? Ah ben, je ne sais pas si ça se fait beaucoup. Ah non, attendez. Non, ça, je suis trahi par mon aile droite et par mon aile gauche. Mais entre tout ce qu'on écrit et tout ce qu'on dit concernant l'intégrité scientifique et la réalité sur le terrain, il y a pour le moins un certain délai et quelquefois beaucoup d'illusions. Donc ce que vous me dites, c'est écrit dans le guide, qui lui donne une qualité, une référence supplémentaire, mais en tout cas, c'est bien cela qui est un des enjeux du guide sur lequel vous avez travaillé. Bon, alors dont acte. On se retrouve... Est-ce que la question n'est pas, une fois que le dossier en toute impartialité, neutralité a été fait, la question par rapport à prévention-sanction, se posant au niveau de l'institution, la question c'est qui prend et en fonction peut-être des expériences à la fois à l'INSERM et au CNRS, comment cette chose se passe-t-elle ? C'est-à-dire, est-ce que le président d'université qui va donner un avis, ou le directeur général de l'INSERM, ou le PDG du CNRS, comment prennent-ils la sanction et comment l'articulent-ils avec le besoin de prévention qui existe ou qui n'existe pas, l'enseignement qui existe et qui n'existe pas. Parce que, si j'ai bien compris que ce soit
au niveau du Canada ou que ce soit au niveau français, ce qui est important, c'est sur quelle base la décision va être faite. Et c'est un peu ça que je crois qui est important. Oui, mais alors, tu es très impatient parce que ça sera la deuxième partie de la table ronde. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Alors, on est à la première partie qui n'est pas la plus difficile, puisque je suis reporté à l'intitulé sanctions ou prévention. Voilà. Donc c'est ce premier volet. Après, c'est considérations générales sur lesquelles on a eu quelques peines à se mettre au clair. Qui souhaite intervenir sur cette première partie, sanctions ou prévention, avec évidemment comme réponse qui vient tout de suite à l'esprit, les deux, mon commandant. Alors, qui souhaite intervenir sur sanctions ou prévention Madame Alno, oui, sanctions ou prévention, ou sanctions et prévention. Je dirais que en l'espèce, évidemment, enfin, je pense que c'est une opinion partagée. Il y a un besoin tout autant de régulation que de prévention. Et quand on parle, parce que c'était l'intitulé de votre journée, somme toute, de l'intégrité au quotidien, moi je crois que ce volet-là de la prévention, pour avoir à réduire au mieux, à optimiser la nécessité de recourir justement à des sanctions, à une régulation, à une judiciarisation, c'est bien de mettre en place de la prévention. Et en matière de santé, on sait bien ce que c'est que la prévention. Et du coup, j'avais réfléchi, moi, en effet, aux différents registres de prévention. Selon le modèle, moi je suis de l'Université de Lorraine, donc j'ai tout ce qui est santé publique, Jean-Pierre Deschamps, Michel Manciot et Claude Durier, avec en effet les lois sur la bioéthique. Donc c'est des modèles qui m'ont inspiré. Et je pense ça peut être intéressant, ça m'a parlé en tout cas d'envisager les choses sur le plan de la prévention primaire, qui s'adresse en effet à tout citoyen. Et là, on peut penser aussi à ce qui a été dit antérieurement en matière de sensibilisation des jeunes, de plus en plus jeunes. Alors peut-être pas dans des choses sophistiquées, précises sur l'intégrité scientifique, mais ce que c'est qu'une démarche de recherche, on peut l'acquérir vraiment assez tôt, on peut être sensibilisé assez tôt. Donc ça, une adresse à l'ensemble de la société. Ensuite, en prévention secondaire, effectivement, en ciblant, si je n'ai pas trop ce terme, mais la population précisément concernée, qui serait celle à risque de. Et quand on dit à risque de, on voit bien qu'il y a à prendre en compte l'écosystème complet de l'environnement de la recherche, c'est-à-dire aussi les pressions qui s'exercent sur les chercheurs et qui risqueraient, on a parlé tout à l'heure, et c'est très juste, de manquements involontaires. Il peut y arriver, en effet, de par cet environnement délétère, qu'on en vienne, sans le vouloir, à... voilà. Ça arrive également. Et puis... là, c'est dépister, mieux sensibiliser, y compris les jeunes chercheurs, les doctorants, qui sont des chercheurs avant tout. C'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure, parce que Ghislaine Filiatro disait, mais vous êtes légitime. Et bien sûr, en tant que vous êtes chercheurs à part entière, les doctorants. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis la prévention tertiaire, parce que c'est vrai qu'on commence, et c'est quelque chose d'intéressant, à s'intéresser à l'après-sanction. Qu'est-ce qu'il advient du chercheur qui, en effet, a payé sa dette, il a purgé sa peine, il a été vilipendé dans la presse par ses pairs, il a été rétrogradé, donc il a payé. Est-ce qu'il faut et jusqu'où faut-il le blâmer ? Réintègre-t-il son poste ? Comment ? Est-ce que les sanctions qui ont été données sont les mêmes d'un pays à l'autre ? C'est pour ça que je posais la question, parce qu'il y a vraiment une forte harmonisation aussi à faire en matière de sanctions sur ce plan-là, et on n'est pas encore tout à fait prêt au fait de cela. On a des exemples fameux. Et puis, ce qui m'importait également, c'était justement de concevoir l'intégrité scientifique et ces questions d'éthique dans une continuité. Tout à l'heure, vous parliez d'un lien de confiance dans les laboratoires. Ça me paraît vraiment primordial. Et comment on établit un lien de confiance ? Par la voix du directeur de l'entité, mais pas uniquement. Les jeunes chercheurs sont aussi. Et puis, cette continuité, elle appelle à ne pas réagir uniquement
et on est assez friand de ça malheureusement, à des événements qui viennent scander, qui sont liés à de la surmédiatisation. Et puis voilà. Et il y a cette bulle de surmédiatisation qui vient faire rupture. Et c'est ce qui ne va pas dans le même sens que cette continuité-là. Et on le voit souvent aussi dans le monde du travail. Hein, il y a un accident qui survient dans une entreprise, tout le monde s'affole, on en parle énormément, et après, qu'est-ce qu'on fait? Quelle trace il reste à long terme? Et je crois que la question d'intégrité scientifique, au-delà des sanctions, c'est cette question du long terme. Là. Voilà. Merci. Je pense que par rapport au deuxième point, il ne va pas falloir trop prolonger ce premier point, ces échanges. Néanmoins, je voudrais, à propos de la prévention, dire qu'il y a la formation dont on a parlé ce matin. Et en aparté, certaines d'entre vous ont fait apparaître le fait que la formation du chercheur devait être bien antérieure à son engagement dans la recherche. Parce qu'il est vrai que ce qui peut actuellement contribuer à faciliter la fraude scientifique, ce sont des technologies modernes qui sont par exemple le copier-coller, qui sont pour le plagiat, les manipulations d'images, etc. Autrement dit, d'après ce qui m'a été dit, et pas seulement aujourd'hui, il y a dans les collèges ou dans les lycées une utilisation assez habituelle de ces techniques dont finalement ceux qui les utilisent ne voient pas du tout les abus qui peuvent correspondre finalement à des perversions de la méthodologie. Alors est-ce que vous avez sur ce point de la formation du jeune chercheur des idées qui rejoignent cette nécessité mais qui ne se limitent pas à l'entrée d'un jeune dans une carrière et une procédure de recherche? Est-ce que ça a un sens ou est-ce que c'est vraiment aller bien loin dans un domaine qui est déjà suffisamment compliqué? Bon, il n'y a pas d'intervention? Non. Si. J'ajouterais juste qu'il faut être attentif aussi aux variations culturelles à ce niveau-là, parce qu'il y a des régions du globe où la question du plagiat, elle est à envisager, ou du copier-coller, autrement que par chez nous. Donc on n'y pense pas toujours, hein, mais voilà. La formation, il y a eu des exemples qui ont été donnés au Canada, mais en France, il y a aussi des expériences innovantes qui sont tout à fait intéressantes en matière de MOOC, de Massive Open Courses. Je pense au MOOC de Bordeaux, des collègues de Bordeaux, celui de Lyon 2. Il y a des études qui tendent à montrer quand même que la formation à distance, à elle seule, elle ne suffit pas. Donc il faut du présentiel. Et comme le soulignait le rapport Corvol, il faut du bottom-up, c'est-à-dire un engagement participatif sous la forme d'ateliers. Il y a certainement à penser, et c'est en ça que le sondage qui avait été fait par les doctorantes, hein, qu'elles nous ont relaté tout à l'heure, un point intéressant, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a homogénéisé une partie, hein, un tronc commun qui pourrait être transversal aux différentes disciplines. Mais après, il y a des spécificités disciplinaires. Et c'est vrai que les SHS ne sont pas confrontés aux mêmes exigences que sciences du vivant ou d'autres. Je vais passer le micro à Rémi, j'en profite parce que je suis entre les deux. Il y a aussi des aspects qui vont au-delà d'apprendre à ne pas copier-coller inconsidérément, etc. Il y a des aspects de gestion de conflits, il y a des aspects d'apprendre à collaborer dans un contexte compétitif. Il y a des tas de valeurs qui doivent être, pendant tout l'enseignement, acquises et mis en pratique, hein, parce qu'on est toujours sur l'écart entre les beaux discours et la mise en pratique. Oui, donc je profite de cette partie sur la prévention et la formation pour pouvoir parler, parce que je me suis posé la question en acceptant d'être à cette table ronde sur la question de la sanction, puisque la sanction n'est pas discuter de la sanction n'est pas dans mes fonctions de référent intégrité. J'ai deux fonctions, et c'est à peu près général pour la plupart des référents. C'est traiter les allégations, un rapport d'expertise pour qualifier une allégation, dire si elle est ou pas vraie, quelles sont les responsabilités diverses. Et ça, après, ça part au PDG. Et la question des sanctions, à ce moment-là, est réglée en dehors du référent, et est régie par des règles qui sont celles de l'établissement, très strictes, etc. Et il y a un autre volet qui est celui de la formation. Formation, effectivement, des jeunes entrants, mais aussi des chercheurs en général.
Et donc, l'idée qu'on essaye de mettre en place, c'est qu'il ne s'agit pas de faire une formation contre les méconduites, mais plutôt de faire une formation aux bonnes pratiques. Et en fait, ça doit être probablement traité, il y a des grands principes, mais ça doit être un petit peu traité discipline par discipline, ou même parfois sous-discipline par sous-discipline, parce que le chercheur est confronté à des problèmes différents suivant les disciplines. Donc ce qu'on va faire à partir de cette année, c'est qu'on va faire travailler les conseils scientifiques d'instituts du CNRS, leur suggérant de travailler sur cette question des bonnes pratiques et éventuellement en relation avec les sociétés savantes. Ça, c'est pour l'aspect formation. Évidemment, on va intervenir avec le bureau de la mission intégrité scientifique du CNRS, parce que je ne suis pas tout seul. Il y a Caroline Struck qui est dans la salle ici. On va intervenir partout où on sera invité, c'est-à-dire auprès des jeunes entrants, auprès des directeurs d'unité. Voilà. Donc il y a des interventions de sensibilisation. On n'est pas, donc comme je disais, on n'est pas chargé de la sanction. L'objectif, c'est quoi? L'objectif général, c'est un objectif de confiance, c'est-à-dire la confiance en interne à l'activité scientifique. Il faut qu'on ait confiance dans les résultats des collègues pour que la science avance. Et aussi un objectif de confiance vis-à-vis de la société en général. Il faut que la société ait confiance dans ce que racontent les chercheurs. Ça, c'est l'objectif général. Et l'objectif particulier, c'est, entre guillemets, nettoyer la littérature scientifique de papier faux et améliorer la vie des laboratoires dans le sens des bonnes pratiques. Donc c'est autour de ça que sont construit l'action du référent. Et le dernier point que je voudrais dire, par rapport justement à la sanction, c'est un espèce de point de symétrie. Si un organisme prend ses responsabilités, convaincu par un rapport d'un référent qu'il faut faire une commission disciplinaire et prendre différentes sanctions, il prend ses responsabilités. Il faut aussi qu'il prenne ses responsabilités envers les victimes. Soit le chercheur a pu être victime, ou bien il est par exemple victime d'un plagiat, mais avant que ça soit réparé, pendant longtemps, il va traîner le fait d'être victime, ou bien quelqu'un a été accusé à tort. Mais les réseaux sociaux, tout ça, se sont emparés de l'affaire et la réputation est un petit peu à bas. Donc on a pris la décision qu'il y ait une symétrie dans la réaction de l'organisme au niveau du CNRS. C'est-à-dire que si on est convaincu qu'il y a quelqu'un qui a été victime, l'organisme fera une lettre précisant aux chercheurs impliqués, précisant en quoi il a été reconnu victime, et la personne pourra utiliser cette lettre publiquement, par exemple dans ses titres et travaux pour sa carrière. C'est le niveau minimum d'aide. Voilà ce que je vais dire. Merci beaucoup. C'était la proposition que j'avais faite tout à l'heure, c'est-à-dire de profiter finalement de l'expérience vécue que vous avez depuis la création, la mise en place difficile et lente des référents intégrité. Je crois que c'est un élément qui montre l'intérêt de votre intervention. Oui. Oui, j'étais 72 il y a 2 mois. Merci, oui, Claude Forest. C'était très intéressant, Rémi, ce qui vient d'être dit, parce que... Il ne marche pas bien? Peut-être là, comme ça, oui. D'accord. Alors, il y a effectivement une diminution de la confiance de la société dans la science. En tout cas, Pierre Corvol, qui avait commandité des sondages en France, semble indiquer ça. Mais il y a un point important aussi qui a été soulevé, c'est la crise de confiance des chercheurs entre eux. Et c'est quelque chose qui est apparu de plus en plus, notamment par les sites de post-publication peer review, c'est-à-dire des sites comme PubPeer et d'autres, où il y a des analyses critiques d'articles, et parfois on se rend compte de choses dont on n'avait pas conscience en tant que chercheur. Ça met aussi en tête chacun a ses propres pratiques, mais ça induit une crise de confiance des chercheurs entre eux. Et je pense que c'est un point important aussi pour lequel il faut vraiment qu'il y ait des actions. Merci de cette remarque, oui. Dans le fond. Ce n'était pas une remarque de fond. Ce que je voulais faire, c'est qu'il y a sur la table ronde quelqu'un à qui on n'a pas passé la parole, qui vient de monde de la corruption, et on voudrait bien l'entendre. Oui. C'est encore nous qui dirigeons les tables rondes. Non, moi c'était parce qu'on parle du CNRS et de PubPeer. C'est surtout fait connaître en France en dénonçant 2 chercheurs du CNRS, Olivier Voinet notamment, et aussi Anne Perroche. Et donc, je sais que c'est encore en cours, mais je vois secouer la tête. Est-ce que vous voulez réagir à ça?
Bon, on découvre à l'heure qu'il est qu'il faudrait un 3e ou un 4e volet et prolonger la séance. Mais je vais tout à l'heure demander, toujours dans le cadre des sanctions, demander une référence à manier sans doute avec précaution à M. Gilles Duchesne, parce que... Charles, ben oui, mais ça c'est une faute de secrétariat. Qui va parler d'anticorruption, une intervention avant que vous interveniez, parce qu'au fond, il y a une dispersion des différences de nature concernant les atteintes à l'intégrité scientifique. J'allais dire que la plus facile, relativement, c'est le plagiat. Le plagiat, à le définir, à l'identifier, à le sanctionner. Et là, on voit très bien qu'il y a une législation qui correspond à la propriété intellectuelle. Donc c'est un cas d'espèce, mais il y en a tellement d'autres qu'en commençant par cet exemple dramatique qui concerne la corruption, on aura peut-être quelques idées pour aller de l'aval vers l'amont. Je vous en prie. Donc Charles, vous avez la parole. Mais il y a une intervention avant ? Non. Alors... Merci beaucoup. Je vais avoir du mal à me greffer sur ce que je viens d'entendre, parce qu'effectivement, on est quand même un petit peu éloigné de ces préoccupations-là, même si les questions que vous avez évoquées croisent un peu les nôtres. L'intégrité scientifique recoupe partiellement le champ d'intervention de l'Agence française anticorruption, qui est celui de la probité, puisque la loi du 9 décembre 2016, la loi Sapin 2, qui a créé notre agence, nous charge dans un champ que je vais vous définir par une énumération, et puis si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Nous sommes chargés dans le champ de la corruption, du trafic d'influence, de la prise illégale d'intérêts, du détournement de fonds publics, de la concussion et puis du favoritisme, je crois ne rien avoir oublié, de veiller à la mise en œuvre par ce que nous appelons les organisations, c'est-à-dire des acteurs privés ou des acteurs publics, d'un certain nombre de dispositifs préventifs qui sont, comme diraient les gens de l'inspection du travail, non pas des protections individuelles, pas des casques, mais des protections collectives, des échafaudages, c'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention d'arrêter les actions individuelles qui pourraient être celles de tel ou tel énergumène qui voudrait toucher des enveloppes ici ou ailleurs. Nous sommes là pour proposer des mécanismes collectifs qui soient en quelque sorte des garde-fous pour éviter que l'entreprise, ses dirigeants et puis ses salariés et ses actionnaires ne soient impliqués dans des faits de corruption. Alors, nous avons des missions de conseil, de formation, d'information, et là, je vous tends une perche en vous disant que nous sommes à la disposition de l'université, à la disposition de tous ceux qui le souhaitent, pour mettre en place des formations sur les questions de probité en général, et vous y retrouverez vos problématiques propres, naturellement. En tout cas, on fera en sorte que vous puissiez vous retrouver concernés par ce dont nous parlons. Nous faisons de la formation auprès des entreprises, auprès des administrations. Nous sommes chargés de mettre en œuvre un plan pluriannuel de lutte contre la corruption, donc qui comprend à la fois les aspects préventifs et les aspects répressifs. Et puis nous sommes chargés également, et c'est une spécificité française, ou en tout cas quasiment française, nous sommes chargés de vérifier la réalité des dispositifs anticorruption, à la fois dans les administrations publiques au sens large, les collectivités territoriales, les administrations de l'État, les établissements publics, ça peut vous intéresser, mais également dans les grandes entreprises, celles qui ont au moins 500 salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros, ce qui signifie en un mot que le législateur en France a fait de la prévention de la corruption une obligation légale et une obligation sanctionnable. Alors, je mets de suite les limites à ça. C'est sanctionnable pour le secteur économique, pour les entreprises. C'est sanctionnable pour les établissements publics, industriels et commerciaux. C'est sanctionné de mesures d'injonction de se soumettre à des programmes de conformité anticorruption sous le contrôle de notre agence. Et c'est sanctionné par des peines d'amende qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros pour les personnes morales et à 200 000 euros pour les personnes physiques. Et je précise d'ores et déjà que ce sont les personnes physiques dirigeantes des personnes morales qui sont personnellement responsables de la mise en œuvre de ces dispositifs. C'est très incitatif, je pense que c'est très efficace. 25 années passées à l'instruction, 30 dans la justice m'ont fait perdre tout espoir, non pas dans la prophylaxie ou dans la vaccination, mais dans la prévention pénale.
mais pas en matière de corruption. Parce qu'en matière de corruption, ce ne sont pas des actes isolés, ce sont des actes collectifs qui mènent à la corruption. Pour faire de la corruption, il faut être au moins 2, voire davantage. Et donc, je pense que les mesures préventives ont toute leur place. Alors, si vous me laissez quelques minutes, je vais essayer de vous dire ce que nous pouvons faire dans le champ dans votre sujet, aussi bien au plan donc préventif qu'au plan de la sanction. Alors, en ce qui concerne la prévention, il faut d'abord rappeler que nous avons un cadre commun pour la recherche publique, c'est la déontologie de la fonction publique, et c'est la loi Sapin 2. Alors, pour des raisons de temps, je ne vais peut-être pas vous énumérer toutes ces règles-là, mais vous dire quand même que la recherche publique ne comprend pas un cadre juridique similaire à celui en vigueur en matière d'expertise sanitaire et régi par le Code de la santé publique, tels que déclaration publique d'intérêt, interdiction de cadeaux et invitations, existence de bases de données publiques recensant les avantages consentis par les entreprises de la santé aux professions de santé, mais elle est toutefois soumise aux règles déontologiques de droit commun, et notamment à la loi du 20 avril 2016, qui a constitué une étape majeure dans le renforcement des dispositifs garantissant la déontologie des fonctionnaires, avec la notion de conflit d'intérêts, de déport ou d'abstention, avec un certain nombre d'obligations déclaratives, avec un rappel des règles de non-cumul d'activités et interdiction d'exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, avec les questions de pantouflage. Cette loi a également créé un droit pour les agents publics de consulter un référent déontologue. Je pourrais revenir un peu plus en détail, mais j'essaie d'aller relativement vite. Par ailleurs, en application de la loi du 9 décembre 2016, qui a créé également notre agence, les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins 50 salariés et les administrations de l'État ont l'obligation de mettre en œuvre un dispositif de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte. Également, pour ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, vous avez le cadre spécifique de la loi Allègre de 1999, qui a instauré la possibilité pour les personnels de recherche publics de participer à la création d'entreprises par le biais de 3 dispositifs dérogatoires. Je ne vais pas, m'enliser dans ce détail-là, simplement vous dire qu'il semblerait que la loi Pacte soit en train peut-être de modifier, et pas forcément dans le bon sens, en tout cas au niveau de ce qui m'intéresse moi, ce dispositif-là. Je voudrais vous dire 2 mots également, mais sur des sujets que vous connaissez infiniment mieux que moi, sur les bonnes pratiques qui sont diversement mises en œuvre, dans la dynamique du rapport du professeur Corvol et de la lettre circulaire de 2017. Le rapport a souligné que le rôle des dirigeants, le garant de l'intégrité scientifique et le responsable exécutif de l'opérateur de la recherche, il a un rôle déterminant dans l'impulsion qu'il donne à la formation à l'intégrité scientifique, à la mise en place d'un système transparent de saisine et à la prise en compte des questions d'éthique et d'intégrité scientifique dans les demandes de projets de ses équipes. Il devra s'assurer du traitement des cas de manquement à l'intégrité scientifique. Il associera à sa réflexion ses partenaires industriels afin de garantir une conduite intègre dans les partenariats publics-privés. Cette lettre circulaire prévoit en effet un certain nombre de mesures visant à garantir l'intégrité scientifique, avec la généralisation de la charte de déontologie des métiers de la recherche, la création du rôle de référent à l'intégrité scientifique, le contrôle des projets de recherche, etc. Concrètement, ces différentes mesures sont très diversement mises en œuvre par les acteurs concernés. Et à cet égard, on peut noter donc la signature par 8 opérateurs de la recherche de la première charte nationale de déontologie des métiers de la recherche en janvier 2015. Et on peut noter également que le CNRS s'est doté d'un comité d'éthique en 1994 qui a publié donc en 2014 un guide visant à promouvoir une recherche intègre et responsable. Et de son côté, l'INSERM a instauré une délégation à l'intégrité scientifique en 1999. Alors, pour conclure sur ce sujet-là, sur le sujet de la prévention, les organismes de la recherche ont mis en place des référents, des comités ou des services souvent différents, chargés de l'intégrité scientifique, de l'éthique, de la recherche, de la déontologie, de la médiation, sans que la répartition des attributions entre ces différentes instances soit toujours très lisible.
il faut garder en mémoire que les aspects de déontologie ne concernent pas que la recherche, mais aussi l'ensemble des fonctions support des organismes de recherche, et notamment dans le champ de la commande publique. Je vais vous dire maintenant 2 mots des sanctions en matière d'atteinte à l'intégrité scientifique. Il y a d'abord, évidemment, et vous en avez parlé, les sanctions disciplinaires. En cas de manquement à l'intégrité scientifique, les chercheurs s'exposent à des sanctions administratives et disciplinaires. À titre d'exemple, l'annulation d'un diplôme de doctorat délivré par un jury constitué avec complaisance, le retrait d'une qualification à la maîtrise de conférence d'une personne dont la thèse s'est révélée constituée de plagiat, la révocation du dirigeant d'un organisme de recherche pour un comportement ascientifique. Et puis nous avons également des sanctions civiles et pénales. La Cour d'appel de Montpellier a rappelé en 2017 que la manipulation délibérée de résultats scientifiques dans le but de tromper un partenaire contractuel, appelé également fraude scientifique, est un acte de nature à engager la responsabilité civile et pénale du chercheur et de la société qui l'emploie. Le Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Les chercheurs manquant à l'intégrité scientifique peuvent ainsi s'exposer à des sanctions. Je vais vous donner quelques exemples en matière civile. Des condamnations à des dommages et intérêts peuvent être prononcées contre des scientifiques dont les recherches ont abouti à des résultats dommageables. Des brevets peuvent être annulés s'ils portent sur un objet non brevetable. Et toute atteinte portée au droit du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. En matière pénale, le plagiat constitue également une contrefaçon punie de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Par ailleurs, les manquements à l'intégrité scientifique peuvent recouvrir des situations entrant dans le champ de compétences de notre service, de l'Agence française anticorruption. Je vais vous donner quelques exemples, mais sans être évidemment exhaustif. Mais on peut trouver de la corruption, par exemple l'acceptation de cadeaux ou d'invitations en échange d'une modification des résultats de travaux de recherche. On peut trouver également des infractions de prise illégale d'intérêt dans l'évaluation de travaux de recherche par une personne qui serait directement intéressée à leur réalisation, ou également des faits de détournement de fonds publics par l'utilisation de moyens publics de recherche pour réaliser des travaux de recherche dans le cadre d'une prestation de service, sans que le financeur privé ne prenne en charge financièrement le coût complet de l'étude. Autre type de sanction, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la suspension des financements. Et la Commission européenne a modifié en 2017 le modèle des conventions de subvention du programme Horizon 2020. Un article portant sur l'éthique et l'intégrité de la recherche a été inséré et qui stipule que, je cite, une obligation de se conformer aux principes en matière d'éthique et d'intégrité en recherche, dont le non-respect peut aboutir à la réduction de la subvention, voire à la fin du conventionnement. Ainsi, donc, l'accès au financement européen du programme Horizon 2020 est en partie conditionné par le respect du principe d'intégrité scientifique. Voilà, grosso modo, les éléments que je voulais rappeler. Naturellement, je reste à votre disposition pour évoquer plus directement les actions que pourrait mener notre agence dans le monde de la recherche. Merci de cette présentation dans le détail de certaines dispositions qui avaient été évoquées au cours de la journée, mais auxquelles vous donnez une cohérence et vous en confirmez également le pouvoir d'alerte finalement, y compris pour les institutions à travers les responsables. J'ai une question avant que d'autres se puissent être posées dans le quart d'heure qui nous reste. Vous avez rappelé, vous confirmez qu'à travers la charte, entre autres documents, la responsabilité quand il y a atteinte à l'intégrité scientifique est celle du chercheur d'une part et du responsable de l'institution. Dans ces conditions, qui peut saisir le juge dans la matière? Sur quels critères d'ailleurs c'est possible? Ou est-ce que c'est impossible dans la mesure où le responsable de l'établissement ne peut pas être juge et partie? Est-ce qu'il y a là un problème de droit que je grossis inconsciemment? Ou bien est-ce que vous avez une autre réponse? Cette question est pour vous. Oui, je crains. Oui. C'est pour ça que je ne me mets pas. Vous regardiez un peu ailleurs.
Non, mais parce que j'espérais qu'on m'oublie, si vous voulez. Honnêtement, j'ai quelques difficultés à vous répondre, à part celui qui serait victime, j'allais dire, de ce manquement à l'intégrité. Je ne sais pas qui peut saisir le juge. Celui qui a commis la faute ne le fera évidemment pas. Son responsable hiérarchique peut lui être tenté de le faire s'il estime que les faits commis sont constitutifs d'une infraction pénale. Il n'a pas l'obligation de le faire, puisque, sauf si c'est un agent public peut-être, mais si ce n'est pas un agent public, il n'a pas l'obligation de le dénoncer. Et beaucoup d'entreprises se contentent de sanctions. Alors, pour faciliter votre réponse, ça laisse la place aux lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, oui, alors. Si vous êtes réservé à la possibilité pour le responsable d'institution de saisir le juge contre lui-même, eh bien, qu'est-ce qui reste? Alors, soit dénonciation anonyme, ça peut arriver, ou bien d'une autre façon, des sources dont les médias d'ailleurs se repaissent, qui concernent finalement la possibilité d'alerter la justice, alors même que d'autres dispositions sont impossibles. Alors, il y a différentes façons de saisir le juge. Enfin, je vais vous répondre pour le juge pénal, puisque nous évoluons sur le champ de l'infraction pénale. Il y a effectivement la dénonciation qui peut arriver par un lanceur d'alerte. Alors, le lanceur d'alerte, c'est celui qui répond à tous les critères qui sont posés par la loi, c'est-à-dire celui qui bénéficie de la protection parce qu'il a respecté les différentes étapes de cette procédure en cascade. J'allais dire que c'est un cas de figure qui reste assez rare, en tout cas en France. Aujourd'hui, on a des lanceurs d'alerte, mais un peu sauvages, qui n'ont pas forcément respecté toutes les étapes de la loi, qui sont parfois anonymes d'ailleurs, et qui tiennent à garder l'anonymat, et qui peuvent dénoncer au juge, qui peuvent aussi dénoncer à notre agence, parce qu'ils ne vont pas forcément directement vers le juge, ils peuvent aller vers notre agence, mais nous n'avons que des pouvoirs d'enquête administrative qui portent non pas sur la recherche de faits de corruption ou autre atteinte à la probité, mais qui portent sur la vérification de l'efficacité, de la réalité de l'efficacité des mécanismes préventifs. Donc une alerte qui serait un peu fragile parce qu'elle ne contiendrait pas véritablement d'éléments suffisants pour m'imposer de faire un signalement sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale au procureur pourrait m'amener à faire un contrôle administratif. Dans les autres cas, ça peut se traduire en effet par l'ouverture d'une enquête par le procureur de la République, et ça peut être en effet le fait d'une victime, ça peut être le fait d'un responsable de service, et si ce responsable de service a la qualité d'agent public, il est tenu de le faire en application de l'article 40. S'il est le responsable d'une entreprise privée, il n'a pas l'obligation de le faire. Il peut le faire, il peut même déposer plainte et se constituer partie civile s'il estime que son entreprise ou la réputation de son entreprise pourrait ou aurait pu en souffrir, mais il n'a pas l'obligation de le faire. C'est un problème quand même qui est très très ardu. Donc je vous laisse le micro et ensuite je demanderai aux référents intégrité qui ont l'expérience, y compris une réflexion, tout au moins, puisque je ne crois pas qu'ils soient passés à l'acte depuis qu'ils existent, mais quelle est la structure à l'intérieur même de l'établissement ou en dehors qui va pouvoir permettre de sortir de ce dilemme juridique, pour moi en tout cas, puisque ça peut difficilement être le responsable de l'établissement en tant que tel, et ça peut être encore moins le chercheur, sauf s'il a le goût du suicide. Je vous en prie, allez-y. Alors, en fait, ma question, c'est à propos des preuves. Parce que justement, quand vous engagez une action, la preuve est quelque chose d'absolument fondamental. Et donc tout à l'heure, vous avez expliqué que une fois que vous avez rempli votre mission, vous supprimez les différentes preuves. Alors qu'il y a d'autres actions que les actions disciplinaires et les victimes de plagiat peuvent avoir besoin de toutes les preuves possibles, ils les cherchent de toutes parts. Donc, est-ce qu'il y a une logique de supprimer ces preuves? Je ne sais pas, j'aimerais bien qu'on creuse sur cette question-là. Oui. Ghislaine. J'ai pas été précise, hein. On ne supprime pas les preuves. Ce que je voulais dire, c'est qu'on supprime toute information intermédiaire, on va dire, hein. C'est pour ça que je parlais d'énormément d'informations qui a eu lieu pendant le décours, hein, de l'instruction, qui ne soient pas strictement liées justement aux preuves qui établissent ce qu'il y a dans le rapport. C'est simplement que tout ce qui est autour, hein, et qui est historique, qui
qui est contextuel, qui est quelquefois accidentel, enfin, etc. Ça, on n'a pas vocation à le garder. Hein. Je n'ai pas été précise. Hein. Oui. Michel Jean. Oui, c'est plus une clarification. Dans le processus, il y a la recevabilité après l'examen, comité, examen, tout ça. Est-ce qu'il y a des échéances? Parce que nous, une des choses qu'on a mis, c'est des échéances. Parce qu'autrefois, ça pouvait durer 10 ans. Hein? Alors donc, maintenant, on reçoit, il décide si c'est recevable ou pas recevable. Si c'est pas recevable, il envoie une lettre. Si c'est recevable, à la fin, il va envoyer un rapport. Mais là, il y a une autre échéance pour l'examen qui est de 5 mois. Ça peut être prolongé parfois, mais je veux dire, il y a des échéances pour chacune des étapes. Est-ce que vous avez ça? Alors, on n'a pas voulu donner d'échéance de date limite hein, pour les différentes étapes. D'abord parce que c'est un guide et que chaque institution peut avoir des contraintes ou des choix qui lui sont propres. Et puis parce que à l'INSERM, on n'a délibérément jamais donné de date limite pour telle ou telle étape, comme à l'ORI par exemple, où il y a vraiment des dates fixes. Par contre, ce qu'on a prévu dans notre guide, c'est qu'il soit précisé des échéances d'information sur ce qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'effet tunnel et qu'on ne laisse pas, parce que l'instruction se déroule, les parties prenantes sans information. Mais on n'a pas voulu mettre de contraintes parce que dans notre expérience, ça peut être très long et qu'une contrainte peut être vraiment quelque chose qui nous amène à moins bien faire les choses. Oui. Bah, en fait, bon, pour le coup, c'est pas là. Je vous dis, c'est d'un guide et on n'a pas fait ce choix. Et nous, on n'a jamais eu ce type de problème jusqu'à présent. Peut-être qu'ensuite, on aura des cordes de rappel, effectivement. Mais là, on n'a pas fait ce choix. Oui, deux petites choses parce qu'on a parlé de référents déontologues et de référents lanceurs d'alerte. Il se trouve qu'au CNRS, à côté de ma fonction, il y a un référent déontologue et un référent lanceur d'alerte. Le référent déontologue, il n'est pas là pour instruire, il est là pour conseiller. Son action est cadrée par la loi, mais il est là que pour faire du conseil. Le référent lanceur d'alerte, il doit instruire avec des délais, etc. Il se trouve que c'est le même, mais c'est comme ça. Enfin, c'est la même personne. Mais ce qu'on a décidé en termes de mode de fonctionnement, c'est que s'il recevait une allégation cadrant avec ce que l'on appelle justiciable d'un lancement d'alerte, hein, c'est quand même très précis par la loi, et que ceci comporte des éléments d'intégrité scientifique, à ce moment-là, il me saisit. Et moi, j'instruis la partie intégrité scientifique. Alors, ce qui me fait peur dans cette affaire, c'est que le référent lanceur d'alerte, il a des délais précis, alors que nous, on n'a pas de délai. Ça ne veut pas dire qu'on fait traîner. On essaye de répondre le plus vite possible. Je crois que la différence qu'il y a avec avant, c'est qu'avant, les gens faisaient des mises en cause. Ça partait parfois dans une espèce de trou noir des administrations. Ils n'avaient pas toujours des réponses. Là, on se force à répondre rapidement, à donner un accusé de réception, à commencer une investigation. Par contre, mon expérience, puisque vous vouliez qu'on parle de l'expérience, mon expérience, c'est que les choses ne se traitent pas en un mois. Les gens qui font une mise en cause sont évidemment sûrs de leurs faits et souvent pensent qu'ils auront la réponse dans 15 jours. Non, pas du tout. Toutes les investigations on emmène en parallèle avec Catherine, par exemple, en ce moment, ça dure plusieurs mois. Il n'y a pas moyen de faire plus vite, honnêtement. Attendez. On ne vous entend pas. Il faut le micro pour... Ça peut durer longtemps, ouais. Mais on fait un suivi très serré parce qu'autrement, ça s'en va dans le trou noir. Alors, elle doit dire tel cas, un numéro tel cas. Bon, c'est recevable, la plainte ou pas. Et puis après, il y a le comité en place. Mais là, ils n'ont pas mis leur comité parce qu'il y a quelqu'un qui doit être là qui habite en Europe. Bon, ben là, on va savoir qu'il y a un délai, mais on sait pourquoi. Autrement, c'est le trou noir. Bon, complément de réponse, madame. C'est une question que je vais poser. Je vais poser une question sur les liens d'intérêt dans l'évaluation. Parce que c'est un problème qui est quand même important. Et parce que dans l'évaluation pour du recrutement, l'évaluation pour des offres, pour des appels à projets, pour avoir des financements,
Vous en avez parlé en partie, ça dépend de vous, ça, parce que donc, est-ce que c'est de la corruption, est-ce que c'est de l'intégrité? Je trouve ça compliqué. Est-ce que vous pourriez me donner un cas concret? Expliquer la pratique. Vous devez poser un projet ANR et vous tombez dans le comité avec quelqu'un qui a une idée un peu proche mais qui n'est pas encore prête et qui va tout faire pour bloquer votre dossier pour que vous n'ayez pas le financement. Ça s'appelle un problème d'intérêt. Comment on peut traiter ce genre de choses? Si ça n'a pas été signalé... Deux éléments. Oui, il y a un des cas que je traite où il y a typiquement une plainte sur le fait que quelqu'un qui était membre d'un comité de thèse a visiblement pas eu une action tout à fait correcte. En tout cas, le plaignant dit ça. Bon, donc il faut le traiter et puis il faut se donner les moyens d'avoir un avis. Hein. En termes de preuves, on va donner un avis en confrontant ce que disent les uns les autres. Bon, ça c'est une chose. Sinon, le problème des liens et des conflits d'intérêts qui se posent à nous, c'est celui qui est un petit peu le même que lorsqu'on fait des jurys ou des choses comme ça, c'est dans le choix des experts. Donc là, on a une grande difficulté. Le PDG du CNRS m'avait demandé initialement si je pouvais mettre sur la page du CNRS une liste exhaustive de comment on règle la question des conflits d'intérêts dans le choix des experts. Et j'ai répondu que non. On peut donner des grands principes, mais après, les règles très précises, quand j'appelle règles très précises, c'est par exemple, un expert est-il interdit qu'il ait déjà publié avec une des personnes mises en cause ou plaignantes? Il y a depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, il y a des disciplines, la physique des hautes énergies, où les articles scientifiques se signent à 1000 signataires dans des grands consortiums. Donc si vous voulez avoir des experts qui n'ont jamais publié ensemble, c'est compliqué. Donc les règles précises, c'est compliqué. Par contre, les grands principes, on essaye d'y travailler. Peut-être juste pour compléter, en fait, il y a des consignes, des avis qui ont été formulés récemment, mais concernant la composition des comités de sélection et qui viennent d'être rappelés par le collège de déontologie, parce qu'on n'a pas parlé de cette instance-là. Dans chaque ministère, donc à la suite de ces lois, doit être installé un collège de déontologie. Ça a été le cas pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en mai 2018, et donc il a rendu tout récemment un avis sur ces questions-là, mais qui concernent la composition des comités de sélection, lien, conflit d'intérêts dans les universités. Médiathèque de l'université et toutes ces bases dont elle a parlé, y compris législatives, de manière à faciliter en quelque sorte que l'on puisse avoir les éléments. Je vous remercie éventuellement de nous les communiquer pour que nous nous fassions en sorte de cela. Je crois que vous avez des bonnes réponses, monsieur, non? Non. J'ai ce qu'il faut soulever. Oui, simplement, s'il y a un conflit d'intérêts en soi, c'est pas une infraction pénale, si vous voulez. C'est quand même un sujet, pour se déporter et pour ne pas aller au-delà dès lors qu'on en a conscience, si vous voulez. Mais ça peut aussi conduire, si on se maintient dans cette position-là, ça peut conduire à ce qu'on appelle la prise illégale d'intérêt, qui est une infraction pénale et qui est punie par le code pénal. Dès lors, on peut, je ne sais pas, imaginons par exemple quelqu'un qui va favoriser la passation d'un marché avec une entreprise qui est dirigée par sa cousine ou par son épouse ou par lui-même. Hein. C'est quelque chose malheureusement qui... Non, ça ne s'est jamais vu. Surtout quand on ferme les yeux. Mais malheureusement, c'est des choses qui existent. Alors, ce n'est pas en soi une infraction que d'avoir un cousin qui vend des médicaments quand soi-même on en achète. Mais il y a des règles qui doivent conduire à s'écarter, à laisser les autres passer le marché, ou à le passer avec quelqu'un d'autre. Enfin, il ne faut pas non plus que ça nuise à la concurrence. Chacun a le droit de participer à un marché, mais il faut que ceux qui ont un double intérêt ou des intérêts contradictoires se déportent et laissent les autres prendre la décision.
Oui, moi, je crois au terme de cette table ronde qu'on touche là à des points cruciaux qui expliquent sans doute aussi un certain retard pour la mise en œuvre du dispositif qui lui-même est certainement très cohérent et qui devrait être efficace. Ceux qui sont les plus exposés, à l'évidence, ce sont les référents intégrité, puisque eux sont chargés, non seulement ils sont informés, ils sont chargés d'instruire, ils sont d'apprécier finalement, pas en tant que juge, mais en tant que personne, quels sont les éléments positifs et négatifs, et puis ils transmettent aux responsables de l'institution. Et ils ont cette position ingrate qui les amène à constater que le plus souvent, le responsable de l'institution ne fait rien. Et je crois que je le comprends mieux ce soir. J'ai intitulé un de mes billets d'humeur, j'en ai quelques fois en ce qui concerne l'intégrité scientifique, la grande solitude des opérateurs de recherche. Je crois que c'est vraiment un poste qui, finalement, je me demande même pourquoi on se bat autant pour accéder à ces responsabilités. Parce qu'au fond, on est amené involontairement à couvrir un certain nombre de pratiques que le référent à l'intégrité va leur révéler. Donc, au fond, l'attitude de déni qui a été quand même levée, peut-être d'ailleurs momentanément par Thierry Mandon, elle était plus confortable. Mais maintenant, ils savent ce qui se passe dans l'établissement, alertés soit par le lanceur d'alerte, soit par le référent intégrité. Et puis, il est là devant une impossibilité ou une très grande difficulté. S'il met en place ce comité dans l'établissement, même avec quelques personnalités extérieures à l'établissement, n'empêche que la décision qu'il devra prendre, à coup sûr, va entraîner dans sa maison des bouleversements considérables, avec sans doute des rancœurs et des haines. Et la paix de l'établissement risque d'en être perturbée. Donc je vois actuellement qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de concilier ce qui est une sorte d'exigence d'intégrité scientifique dans laquelle la sanction apparaît comme un élément dissuasif, mais la sanction elle-même pose indispensable, nécessaire, me paraît, sauf avis à l'instant des référents intégrité, comme souvent une mission impossible qui finalement pèse non seulement sur leur conscience, mais aussi peut-être sur les responsabilités propres de responsables d'un établissement. Une note plus positive. Comme l'a fait remarquer Rémi, un de nos rôles principaux, c'est de prendre soin de la littérature scientifique. Et là, nous agissons directement en tant que référent intégrité, en conseillant, après avoir instruit, à un chercheur de demander la correction ou la rétractation d'articles que nous jugeons devoir être soustraits à la littérature. Et ça, faire rétracter un article à un chercheur, c'est une sanction grave. Avoir un article où il y a écrit « rétracté » au milieu dans les bases de données, c'est quelque chose de lourd. Et donc là, le référent intégrité, non seulement agit directement, mais c'est ce qu'on lui demande de faire. Et c'est notre première mission, c'est d'être des gardiens vigilants de l'intégrité de la littérature scientifique. Et le rôle du responsable d'établissement dans ton mécanisme ? Là, c'est le mécanisme qui... Ce n'est même pas le référent qui demande la rétractation de l'article. Il demande au chercheur de le faire. Ah oui. Parce que le lien entre l'éditeur et le chercheur est un lien direct. Ça, oui. Ce ne sont pas les institutions qui sont dans cette boucle. Elles sont là pour instruire, pour demander des choses, recommander, répondre à l'éditeur qui les interroge, mais c'est la responsabilité éminente du chercheur de dire « je demande la rétractation de cet article ». Évidemment, on peut l'encourager vivement quand on a mis en évidence des problèmes dans l'article, mais réellement, le lien entre le chercheur et l'éditeur, c'est exactement la liberté académique et la responsabilité académique. Et là, nous jouons un rôle normal, et c'est quelque chose qui intervient, si je puis dire, pas indépendamment, mais quels que soient les circuits disciplinaires après. Bon, eh ben, je te remercie de me donner un peu de raison d'espérer. Simplement, ce que je dirais aux jeunes chercheurs, le jour où ils auront l'ambition de se présenter pour la présidence direction générale de l'institution dans laquelle ils travaillent, je pense qu'ils y regarderont à deux fois, parce que cette charge terrible que j'ai évoquée dans un instant ne va pas s'alléger au fil des années. Merci beaucoup. Et la suite... On peut remercier Monsieur Hurrier ainsi que les membres de la... Et nous allons donner la parole, si vous voulez bien,
au doyen de la faculté de sciences de l'Université Paris Descartes et d'un des anciens, puisque tu y étais encore jusqu'à quelques mois, il y a 4 ou 5 mois, directeur de l'école doctorale, c'est votre directeur, votre ancien directeur, et qui représente l'Institut